Bonjour Christine Dugouin-Clément, vous signez cet essai géopolitique de l'ingérence russe, la stratégie du chaos. C'est aux éditions PUF, parce qu'effectivement la guerre, elle ne se fait pas que sur le terrain. Elle se fait aussi sur le plan de l'information. Et dans cet exercice, les Russes sont un acteur majeur, c'est ça ? En tout cas, c'est un acteur extrêmement actif. C'est pas forcément le seul. Au contraire, on a tendance à faire des émules. Donc, d'autres acteurs étatiques ou non étatiques commencent ou continuent d'ailleurs à travailler sur la question de l'ingérence et de l'influence. Oui. En tout cas, c'est un acteur qui est particulièrement actif. Il y a un passé. On pourrait remonter à la période de la guerre froide, aux mesures actives soviétiques. Et puis depuis 2014, donc le début de la guerre en Ukraine dans le Donbass, on a eu vraiment une réadaptation, une remontée en puissance de ces actions. Oui. Et l'invasion massive de l'Ukraine démarrée en 2022 a été l'occasion de renforcer encore cette action-là et puis de s'approprier de nouveaux outils, notamment technologiques et numériques, pour essayer d'accroître tant le nombre, la quantité, mais également aussi la qualité dans une certaine mesure. Quels sont justement les principaux vecteurs de cette diffusion de guerre d'influence ? Alors c'est ce qui est très intéressant, c'est que quand on va parler de questions d'influence, on a tendance à penser automatiquement médias numériques, réseaux sociaux par exemple, oui. etc., qui sont bien évidemment un outil de prédilection. Oui. Ce ne sont pas uniquement les seuls, puisque au-delà des réseaux sociaux qui peuvent servir de caisse de résonance, ils sont importants quand même. Ils sont extrêmement importants. Ils sont majeurs quand même dans la guerre d'ingérence qui est menée. En fait, ils sont pensés dans un ensemble. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. La Russie maintenant, elle va travailler en cassant un petit peu les lignes entre le monde numérique et le monde non numérique, le monde réel, le online et le offline, si on fait un anglicisme, que j'espère vous me pardonnerez. C'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de créer une action réelle dans le monde réel que vous, moi, en passant, nous consciemment et en toute honnêteté, nous pourrons voir. Donc vous pouvez prendre une photo et puis la retweeter en voyant quelque chose. Et c'est très utile. Pourquoi ? Parce qu'à partir de ce moment-là, quand vous créez une action dans le monde réel, vous savez quand elle arrive. Donc vous avez tout loisir d'en recréer, si vous voulez, toute la cohorte numérique et informationnelle. Alors ça peut être radiophonique, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être en faisant ce que l'on appelle du typo-squatting, c'est-à-dire en usurpant, par exemple, l'identité graphique de médias qui bénéficient d'un coefficient de confiance auprès de leur lectorat ou de leur audimat. Et puis, vous allez utiliser des réseaux pour augmenter cette viralité, pour donner une très grosse caisse de résonance. On pourra penser, par exemple, à Portal Combat, qualifié ainsi par Viginum, que vous trouverez appelé Pravda outre-Atlantique, qui d'ailleurs vient de se renforcer suite aux échanges que l'on a pu voir dans le bureau ovale entre les présidents américains et ukrainiens. Le but recherché, c'est quoi exactement ? Que recherchent les Russes à travers ces opérations d'ingérence ? C'est fracturer la société ? C'est diviser ? Là encore, on a une perception qu'il faut voir avec différents niveaux. On aura des actions qui vont se mener sur de temps beaucoup plus longs, où on va essayer de façonner de manière assez globale les perceptions sur un point ou un autre, afin d'aligner ces perceptions avec les objectifs, qu'ils soient géopolitiques ou géoéconomiques du Kremlin. Ça n'empêche pas d'être éminemment opportuniste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez avoir un élément de perturbation dû à des facteurs exogènes ou endogènes sur une société, eh bien de les reprendre et d'essayer d'en tirer bénéfice. Pourquoi ? Eh bien, on va essayer de tenter d'aller vers une démultiplication des crises. Évidemment, si vous pouvez persuader une partie de vos cibles d'adhérer à votre idée, c'est toujours autant de soutien. Donc ça, c'est la partie idéologique. Ça, c'est sur de la partie idéologique, qui peut prendre diverses formes d'ailleurs, puisque vous pouvez avoir finalement des gens qui vont servir vos intérêts sans forcément être pro-Poutine, mais pour des intérêts tiers sur lesquels vous allez essayer de montrer qu'il y a eu un alignement. Et puis l'autre approche, ça va être d'arriver à démultiplier les crises et à diviser tout en polarisant différentes couches sociales. Pourquoi ? Parce que quand vous allez démultiplier les crises, c'est assez simple. Si vous devez gérer un État ou gérer un groupe social quel qu'il soit, si vous avez une situation complexe à gérer, vous allez vous y atteler. Si vous en avez 2, si vous en avez 3, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est submersion un peu. Tout à fait. Vous pouvez vous trouver totalement submergé et avec ce qu'on appelle un gel de votre capacité de prise de décision. Et ça, c'est des éléments que l'on va voir. Si vous n'avez pas une assise suffisamment solide pour prendre une décision, ça sera
extrêmement délicat, non seulement de la prendre, mais ensuite d'arriver à mettre en place les mesures que cette décision prendrait pour avoir un effet réel. Et là, on va avoir tout ce qui est du domaine de la division. Marc Galeotti, il va parler notamment des 4D. Donc vous allez avoir la division, vous allez avoir la dissimulation, vous allez avoir la déception et puis la dissuasion. Et ça, c'est des éléments que vous allez retrouver de manière très régulière. Attention, si vous faites cela, nous ferons ceci. Arriver à avoir des inversions de la preuve et puis ce côté de dissimulation, agiter la main droite pendant que la main gauche fera autre chose, qui est un très vieux principe de prestidigitation, mais que l'on va retrouver sur ces applications. Et ce que l'on a pu observer, c'est quoi ? C'est une très grande adaptation, non seulement aux outils numériques. On a pu voir, par exemple, l'utilisation de jeux vidéo pour aller faire cette espèce de façonnage dans le temps long, des perceptions, notamment sur le continent africain. Mais pas que, on va avoir des jeux comme Minecraft qui vont pouvoir être utilisés. On est sur des générations très jeunes, donc là, vous mettez en place quelque part, vous essayez. Donc c'est un peu le temps long dont vous évoquiez tout à l'heure. Exactement, sur ce temps long. Et puis, vous allez avoir d'autres actions où vous êtes beaucoup plus réactif. Je vous prends un exemple. Oui. Quand Twitter a fait les pivots que l'on sait récemment, vous avez une partie des tweetos, comme on les appelait avant, donc, qui ont essayé de migrer vers d'autres plateformes, dont une, Blue Sky. Eh bien, on a vu se déployer sur Blue Sky des actions informationnelles que l'on pouvait rattacher à des acteurs ou à des réseaux russes, et elles étaient déployées simultanément avec ce que l'on allait déployer sur X. C'est-à-dire qu'on va aussi suivre finalement les cibles et se réadapter aux différentes plateformes qui pourraient essayer de donner un effet qui soit maximal. Et on a aussi de l'adaptation, notamment sur des chaînes YouTube. On va avoir de l'adaptation dans les narratifs. Et maintenant, on va pouvoir voir aussi l'usage qui sera fait d'intelligence artificielle générative et aussi de sites internet concrets par IA, donc qui permettent de réduire finalement votre coût d'entrée, d'accélérer votre rapidité de production. Donc l'outil, en fait, n'est pas... C'est pas très cher, en fait, tout ça, ces techniques, globalement. Non ? Alors, tout dépend de ce que vous allez faire et de l'échelle à laquelle vous allez la faire. Mais en tout cas, plus vous allez réduire votre coût humain, et là, vous aviez un économiste éminent juste avant moi, donc voilà, mais plus vous allez réduire votre coût humain, et si en plus vous faites de la monétisation, vous allez avoir une économie qui sera éminemment raccourcie. Tout ce que vous nous dites, ça veut dire que la Russie nous connaît mieux que nous ne connaissons la Russie, c'est ça ? Vous parlez de l'Occident qui applique une grille de lecture qui n'est pas bonne. Nous avons une perception erronée. Alors, le principe, c'est que très fréquemment, on va avoir tendance à essayer d'analyser le tiers par rapport à ses propres modes de fonctionnement, par rapport à ses propres paradigmes. À l'aune de soi-même. À l'aune de soi-même, oui. Très exactement. Et il est difficile de faire cet effort. De sortir de soi pour aller à la rencontre de l'autre. Alors ça a été dit dans d'autres, par d'éminents philosophes, alors plus dans la relation amoureuse, me direz-vous, mais au cas particulier, là, on peut retrouver ce genre de choses. Et on a eu parfois des mécompréhensions sur différents points. Je vous donne un exemple extrêmement simple. Puis après, je rentrerai un petit peu plus en profondeur. La perception qu'on a d'un oligarque, très fréquemment, en Occident, c'est un homme d'affaires qui centralise une puissance économique extrêmement importante et qui, de fait, a un impact sur le pouvoir politique, a une capacité d'action sur le pouvoir politique. On a pris cette même approche concernant la Russie. Sauf qu'en Russie, si la première partie de la définition est juste, oui. Eh bien, l'oligarque, il est inféodé au pouvoir politique s'il veut garder sa capacité à centraliser ce pouvoir et à faire des affaires et à faire de l'argent. Donc, on a une inversion à ce niveau-là. Et on a pu le retrouver sur autre chose. On a tendance à, quand on va évaluer une situation, à la faire de point de force à point de force. J'ai un PIB supérieur, ils n'oseront jamais, parce que économiquement, cela ne pourrait pas s'assumer. C'est des choses que vous avez pu entendre, notamment un petit peu avant l'invasion massive de l'Ukraine. On disait non, parce qu'on aurait trop de coûts, etc. En Russie, vous allez estimer votre possibilité de rentrer dans une confrontation par rapport non pas de point de force à point de force, mais en cumulant les faiblesses de chacun. Si vous estimez qu'il y a plus de faiblesses cumulées chez un de vos adversaires, alors ça pourra se tenter. Parce qu'on est dans cette approche de division, on est dans cette approche de coins que l'on va mettre dans des failles, un petit peu comme de l'eau qu'on ferait rentrer dans les failles, et après vous allez mettre du gel,
et vous allez faire éclater la pierre. D'où cette approche que l'on va de démultiplication de la crise, d'arriver à essayer de diviser et de polariser, quand en parallèle, la Russie adopte un discours qui est extrêmement binaire. Vous avez tous entendu cette approche de l'ordre versus le chaos. La Russie essaye de gérer l'ordre, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été obligée d'aller envahir l'Ukraine. Donc on sait qu'on est sur une inversion complète du discours. Mais on l'oppose à quoi ? Et cela depuis 2007, au chaos. Alors au chaos qui est semé par les Occidentaux, au chaos social et sociétal. Et là, vous allez retrouver tout ce qui est le discours anti-LGBTQ+, par exemple, tout ce genre de choses. Et vous allez l'appliquer également au niveau de votre population, où on a mis une espèce de bulle informationnelle population russe, excusez-moi, afin d'essayer de lisser ces perceptions, même si c'est erroné, même si tous les Russes ne sont pas identiques, mais au moins d'arriver à avoir finalement moins d'entrants, donc moins de possibilités de failles et un système qui soit plus prédictible. Le chaos étant pour les Russes redouté, puisqu'ils se souviennent du moment où la Russie, après la révolution, après 91, a été en proie à justement pas mal de chaos, d'où le besoin de retrouver de l'autorité. C'est ça aussi. Alors, il y a plusieurs choses là encore. On a effectivement cette connaissance du chaos et puis cette mémoire d'un effondrement complet, ce qui a permis d'appuyer une première phase informationnelle qui était un espèce de pacte non dit qui était sous la forme suivante: ne vous occupez pas trop de politique pour la population et moi je remets de l'ordre. J'améliore votre situation générale. Ce qui, pendant un certain temps, a été le cas quand on se rappelle du niveau d'effondrement économique qu'a connu la Russie post-URSS, de l'insécurité, de tout ce que l'on a pu avoir. Et puis, vous avez cette mémoire-là et le fait que tout système que l'on estimerait être chaotique, c'est-à-dire avec une grande variété, une grande richesse, sera beaucoup plus difficile et bien évidemment à diriger. Donc si vous voulez pouvoir diriger, limitez vos variables, ayez une population la plus uniforme possible. Et de l'autre côté, essayez d'aller recréer du chaos, d'aller semer ce chaos-là qui rendra de manière mécanique la prise de décision plus complexe. Est-ce que la France est particulièrement touchée par ces ingérences russes et comment la France répond à ces ingérences ? La France est effectivement ciblée, les pays occidentaux de manière générale le sont. Mais nous particulièrement ? La France a eu une position de choix pour plusieurs raisons. On a été depuis 2014 impliqué dans la situation en Ukraine. On pourrait se rappeler des réunions format Normandie, etc. Par exemple, nous sommes une puissance militaire européenne importante, donc doté de un la objet puissance nucléaire et aussi. En plus en étant les seuls à être en Europe à être complètement souverains, les Britanniques n'étant pas complètement souverains. Donc on a toute cette approche-là et puis nous avons aussi été sous les feux de la rampe à plusieurs moments. Je pense par exemple très récemment aux Jeux Olympiques. Donc on va avoir toute cette approche-là, si vous voulez, qui fait que oui, essayer de limiter, de fractionner et de fragiliser peut avoir un intérêt assez immédiat. Comment justement la France s'organise pour répondre à ces opérations d'influence, d'ingérence? Je crois que hier il y avait un exercice, des simulations attaques en ligne contre la France avec 4000 soldats informaticiens qui s'exerçaient justement pour répondre à ça. On est bien doté, on est bien organisé. Alors, il y a eu déjà un premier travail de prise de conscience de la réalité de la menace et aussi ce qui est éminemment délicat. On a commencé à la prendre en considération, elle a évolué si vous voulez. Donc, et c'est un objet qui est délicat quand vous allez vous en saisir parce que il est multivectoriel. Vous avez énormément d'aspects, donc c'est beaucoup plus difficile, si vous voulez, à saisir que d'autres objets. Et puis il y a eu plusieurs niveaux de réponse et puis de systèmes de mise en place de protection. Alors on pourrait penser, par exemple sur l'approche militaire, aux différentes lois informatiques, défensive d'abord, offensive ensuite, et puis la L2I qui a été mise en place où la France explique que elle ne s'interdit pas de pouvoir avoir une approche offensive sous couvert d'un respect de règles éthiques extrêmement strictes, et c'est important de le préciser, et que cela ne soit pas détourné ensuite. Et puis vous avez aussi toute une structuration qui s'est faite en essayant déjà de faire de l'éducation aux médias, sur les plus jeunes, mais sur les moins jeunes aussi. On a souvent tendance à dire que les jeunes générations sont des natifs numériques, mais des naïfs numériques aussi. Les générations moins jeunes peuvent être tout aussi
perméable à ce genre d'action. Donc il faut essayer de travailler sur tout le spectre, ce qui rajoute de la complexité, mais il y a eu une vraie approche proactive qui a été mise à ce niveau-là. Et puis, comment ne pas citer l'agence Viginum, qui, elle, travaille justement pour essayer de détecter ces actions. Et ce qui est très important, c'est qu'elle ne se concentre pas sur la nature du narratif, qui pourrait être un sujet de débat, mais elle s'applique vraiment sur les aspects techniques, comme par exemple le fait qu'on va augmenter artificiellement la visibilité d'un site, comme le fait que l'on ait contrefait un site. Donc vraiment sur des éléments particulièrement objectifs. Il y a eu un travail extrêmement solide qui avait même été, et c'est quand même le moment de le dire, salué par Outre-Atlantique avant les dernières élections présidentielles pour la qualité de leurs résultats. Merci Christine Dugouin-Clément. Le chef d'état-major, Thierry Bucard, signe la préface de votre livre qui est vraiment passionnant, je le recommande. Il m'a honoré. Il dit notamment qu'il est important d'être capable d'absorber les chocs et résister à la désinformation. Merci d'avoir été avec nous. Point de vue, c'est déjà fini. On se retrouve demain. Rendez-vous à midi en direct. Passez une bonne journée sur le Figaro TV.